En parlant des soldes bancaires, des soldes des comptes bancaires et mouvements, ici, nous devons savoir que les clients peuvent domicilier des comptes chez nous. Comme on avait dit hier, plusieurs formes de comptes. On avait parlé des comptes courants, on avait parlé des comptes épargne, on avait parlé des comptes bloqués. Donc le compte épargne, c'est le diminutif des comptes bloqués. C'est un compte où on est appelé à épargner. Mais par contre, on avait aussi expliqué les comptes bloqués, n'est-ce pas? On a dit que les comptes bloqués, c'est un compte où il y a une convenance entre la banque et les clients. J'ai dit, voilà, le client dit, j'ai une somme importante que je compte utiliser dans un proche avenir, mais si je les garde avec moi, je ne saurais pas maîtriser cette somme. Il va falloir que je les garde chez vous, vous puissiez me les garder. La banque prend cet argent. Mais comme que la banque va aussi utiliser cet argent pour d'autres fins qui lui sont utiles, en ce moment, la banque doit aussi proposer des rentabilités par rapport à cette somme. C'est ça, un compte courant. Alors, peu importe le type de compte que les clients peuvent avoir chez nous, mais il y a des comptes qui connaissent des mouvements. Les comptes connaissent des mouvements. Comme par exemple les comptes courants ou les comptes épargne aussi. Ce sont des comptes qui connaissent des mouvements de manière un peu régulière. Régulière, excusez-moi, ok? De manière un peu régulière, ce sont des comptes qui connaissent des mouvements. Alors, on va parler des soldes des comptes bancaires et mouvements. Nous devons noter ici qu'un compte du client auprès de nous, qui sommes la banque, peut présenter que trois états ou trois soldes. Le compte d'un client auprès de nous ne peut présenter ici que trois soldes. Premièrement, le compte des clients peut présenter un solde créditeur. On a parlé de ça hier, n'est-ce pas? Les soldes créditeurs. Le compte des clients peut présenter un solde créditeur. Et ici, nous devons savoir que lorsque les soldes des clients auprès de nous, la banque, présente un solde créditeur, cela signifie que la banque a des devoirs envers les clients. De l'autre côté du client, le client sait qu'il a ses réserves à la banque. C'est lorsque le client a des réserves à la banque, ou autrement dit, le client possède de l'argent à la banque, mais le terme ici approprié pour les banquiers, on appelle ça réserve. Lorsque le client a des réserves à la banque, en ce moment-là, ça constitue une dette directement pour la banque vis-à-vis du client. Et au moment où le client aura besoin de son argent, il peut toujours venir le retirer. Et nous devons lui restituer son argent. Bien qu'il y a des commissions à faire s'il s'agit d'un compte courant, il y a des frais de retrait, etc. Mais au moins, l'argent appartient au client. C'est ça, lorsque le client possède de l'argent dans son compte, le solde est créditaire. Et on a encore essayé de parler de ça hier, un peu en profondeur. Parce que nous avons dit ceci que les soldes créditaires montraient que la banque a une dette, en fait, envers les clients. Parce qu'en ce moment-là, si nous revenons dans la comptabilité, le client devient comme un fournisseur ou un emprunteur vis-à-vis de la banque. Alors, un emprunteur ou un fournisseur, c'est un compte de passifs. Les comptes de passifs travaillent avec des crédits aux augmentations et des débits aux diminutions. Parce que lorsqu'il y a des augmentations de la part de ces comptes-là, parce qu'il y a une augmentation des dettes, c'est-à-dire que les comptes à un solde créditeur, les comptes des clients. Ça, c'est le premier type de solde qui peut présenter les comptes d'un client. Le deuxième type de solde qui peut présenter les comptes d'un client, c'est les soldes débiteurs. Les soldes débiteurs. Ici, lorsque le compte d'un client présente un solde débiteur, généralement, nous devons savoir que les soldes débiteurs d'un client peut venir sur deux types de cas. Premièrement, le solde débiteur d'un client peut avoir naissance suite à un crédit déboursé par la banque. Parce que lorsque la banque débourse un crédit en faveur d'un client, qu'est-ce qui se passe? Parce que la banque ouvre deux comptes pour ses clients. Un compte qui sera toutefois d'abord crédité, parce qu'un compte qui va connaître des crédits, ok? Donc, les comptes sera crédité des augmentations, parce que les comptes là, la banque mettra d'abord l'argent. Mais aussi, il y aura un autre compte du client qui sera aussi débité pour montrer que le client a eu une dette envers la banque.
Donc, lorsque le solde des clients, le compte des clients présente un solde débiteur, ça veut dire que le client doit à la banque. On se comprend, non? Lorsque le compte des clients présente un solde débiteur, ça veut dire que le client, cette fois-ci, il doit à la banque. Et ces devoirs peuvent être constatés suite à un crédit déboursé par la banque en faveur du client. Lorsque la banque donne des crédits au client, c'est-à-dire que le client a une dette envers la banque. À ce moment-là, le compte des clients présente un solde débiteur. Ou aussi, ce solde débiteur peut également en découler lorsque le client est ici frappé par notre système d'agio. Ça va? Notre système de retenue. Ça peut également amener le client dans un solde débiteur. Comme le frais de tenue de compte, par exemple. Nous allons prendre un exemple. Un client qui vient domicilier un compte courant chez nous, ok? Alors, il met 10 dollars dans son compte courant. Il met 10 dollars. Le client part. Nous sommes dit au client, nous nous sommes dit avec le client que chaque fin du mois, nous prélevons par exemple 5 dollars pour les frais de tenue de compte. Alors, le client est parti. Le premier mois, le client n'est pas venu faire des mouvements dans les comptes. Le système vient, parce que c'est déjà conçu, il retire 5 dollars dans les comptes du client. Ok? Et cette fois-ci, le client reste avec 5 dollars. Là, nous sommes dans l'écriture, n'est-ce pas? Dans les écritures, la monnaie scripturale. Le client reste avec 5 dollars. Le deuxième mois, le client ne vient toujours pas faire de mouvements. Le système vient encore, prélève un autre 5 dollars. Cette fois-ci, le client reste avec 0 dollars. Et lorsque le compte d'un client est resté ainsi, 0 dollars, on appelle ça maintenant, c'est le troisième type de solde, ok? C'est le troisième état de solde qui peut présenter le compte d'un client. C'est le solde à découvert. Ça, c'est le troisième état, le troisième solde qui peut présenter le compte d'un client. Le solde à découvert. C'est lorsque la balance du client, ok, elle est ici 0 ou possède un montant insuffisant par rapport aux besoins du client. On va un peu comprendre cela lorsqu'on va parler des soldes à découvert. Parce que là, on parle d'abord des soldes débitaires. Mais déjà là, on a déjà eu l'idée sur le troisième état, ok, des comptes que les soldes d'un client peut avoir, c'est-à-dire que les soldes à découvert. Alors, le client ici est resté avec 0 dollars. Nous arrivons au troisième mois. Le client ne vient toujours pas faire un mouvement. Le système vient encore, prélève 5 dollars. Mais il vient cette fois-ci pour prendre 5 dollars, il trouve qu'il n'y a pas l'argent dans les comptes. Mais cette fois-ci, les mathématiques doivent être appliquées. Les mathématiques qu'on a pris, je crois, à l'école primaire, au début, 6e primaire ou première secondaire comme ça. Parce qu'auparavant, on nous disait que 5 moins 10 était impossible. Mais à un moment donné, on nous a dit que 1 moins 10, c'était possible. On pouvait retrouver moins 9 là-bas. Et du coup, les systèmes appliquent les mathématiques. Ce sont des algorithmes qui appliquent les mathématiques. En ce moment-là, le solde des clients va avoir un solde débitaire, c'est-à-dire que moins 0. Lorsqu'il y a déjà les moins, c'est ça le solde débitaire. Ça veut dire que le client maintenant a cette fois-ci des devoirs envers la banque. La banque doit les frapper. Même s'il n'y a pas l'argent, la banque doit tenir le faux de tenue des comptes. La banque doit retirer cela. Pourquoi? Parce que nous avions dit hier que le compte courant constitue une charge pour la banque. N'est-ce pas qu'on avait dit hier? Le compte courant constitue une charge pour la banque. Alors la banque doit tenir cela, la banque doit prélever les fonds. Et quand on trouve rien dans le compte du client, on donne un solde débiteur. Alors, parlons un peu de ce solde débiteur parce que c'est important de le connaître aujourd'hui. Nous avons dit que nous sommes une banque, nous sommes conseillers financiers, n'est-ce pas? Nous avons dit que notre objectif majeur, l'objectif majeur poursuivi par les banques aujourd'hui à travers le monde, c'est la lutte contre la crise financière. Nous visons ici à maintenir la stabilité financière de nos clients. Alors, les banques actuelles, les banques d'après 2008, ok, ont une nouvelle perspective pour travailler. C'est lorsque les clients présentent déjà un solde débiteur, les gestionnaires de la banque ici doivent prendre des contacts de manière très rapide avec les clients. Ils doivent contacter les clients. Ils doivent prendre des contacts avec les clients. Dès les premiers mois que les clients entrent dans les soldes débitaires, dans les agences, dans les banques, au niveau des gestionnaires, il y a des logiciels qui les signalent. Ok, lorsqu'un client atteint un solde débitaire, il peut déjà avoir des notifications là-bas dans son logiciel qui lui dit que non, X client a déjà atteint un solde débiteur.
nous devons les contacter vite. Pourquoi? C'est parce que c'est déjà la naissance d'un différend. C'est la naissance d'un problème. C'est une dette que les clients a envers la banque en ce moment-là. Mais une dette entre guillemets qui, nous connaissons un peu tous, ne sera pas reconnue par les clients. Parce que les clients disent ne pas avoir consommé cet argent. Alors, les anciennes banques avaient une logique de travail là-dessus. C'est lorsqu'il avait des cas pareils, qu'est-ce que ces anciennes banques faisaient? C'est qu'ils laissaient l'accumulation, ok, de ces soldes débitaires chez les clients. Ça pouvait faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'accumulation des soldes débitaires. Et à un moment donné, les clients vont se retrouver avec une dette de 30 000 dollars, 20 000 dollars. Et c'est à ce moment-là que les anciennes banques passaient maintenant au recouvrement. Alors imaginez-vous, vous êtes à la maison, vous voyez un groupe de gens venir chez vous, dire que monsieur, vous devez à la banque, les enfants vont dire papa, vous aurez un crédit. Et puis, c'est un problème. Vous dites que non, je n'ai jamais eu un crédit auprès de cette banque. Mais comment est-ce qu'ils me demandent 20 000 dollars, 30 000 dollars? En ce moment-là, pour les clients ils voient que vous êtes des voleurs. Vous êtes venus le piller. Et ces anciennes banques ont dit prendre, en fait, ok, le bien des gens à cause de ces montants. Parce qu'il y avait un contrat, ok, entre les clients et la banque. Et les clients, surtout nous, les Africains, qui n'avons pas l'habitude de trop lire. Et aussi, les banques aussi sont, je peux dire, un peu malines, dans le sens où les articles qu'on met dans le formulaire pour remplir, hein, en fait, vous vous rendez compte, sont tellement écrits en petites écritures parce qu'il y en a nombreux là-bas, il y a trop d'articles, on n'a pas le temps de lire, on nous dit rapidement signez ici, mettez votre doigt là-bas, et puis on ne sait pas sur quoi on signe. Ok? Mais il y a des contrats, et surtout si il faut domicilier un compte courant. Et lorsque la banque va brandir ces contrats auprès des cours et tribunaux, alors les clients tombent. Les clients vont connaître des problèmes en ce moment-là. Et puis, on peut les confisquer des biens, des parcelles, etc. Les biens qui peuvent couvrir évidemment la somme. C'est comme ça que les anciennes banques travaillent. Et ces banques ont ruiné un peu les vies des gens. Or, aujourd'hui, les banques ont une nouvelle perspective, nous avons dit, c'est la lutte contre la crise financière. Parce que dès qu'au début, dès que les clients entrent, dès le premier mois que les clients entament les soldes débitaires, les gestionnaires de la banque doivent appeler les clients. Ils doivent appeler les clients, prendre le contact avec les clients, lui poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que votre activité ne marche plus bien en ce moment? On doit même proposer aux clients de clôturer les comptes si possible, parce qu'il y a déjà une naissance des problèmes, n'est-ce pas? Que nous devons éviter. On propose aux clients de clôturer les comptes ou de lui balancer à un compte épargne ou un compte qui est hébergé presque gratuitement. On doit proposer cela aux clients. Parce que notre objectif aujourd'hui est de ne pas déstabiliser les clients et de garder la constance financière de nos clients. Donc, nous devons appeler les clients pour leur proposer des solutions. Et si le client dit que non, non, je suis capable de régler cette situation dans un délai, nous donnons aussi un préavis. C'est maximum, c'est toujours 2 mois. C'est que si dans les 2 mois, les clients ne viennent toujours pas régler, il y aura déjà 3 mois de solde débitaire et puis nous devons à ce moment-là clôturer déjà les comptes et puis dresser la facture que le client nous doit lui remettre sa facture. Mais au moins les comptes sont clôturés, il n'y a plus une naissance des soldes débiteurs. C'est comme ça que les banques travaillent actuellement. Parce que si on amène ces soldes débiteurs loin, le client sera obligé de payer un jour, mais c'est qu'il pourra aussi les mettre en difficulté. Parce qu'entre nous, les clients, il sait qu'il n'a pas consommé cet argent, hein, au moins. Il n'est pas allé au marché avec cet argent-là. Bien que c'est une consommation au niveau administratif, parce qu'il y a une domiciliation des comptes, vous avez confié la gestion de votre compte auprès d'une personne, mais au moins, nous ne sommes pas vraiment nés d'un sang administratif, Nous, alors du coup, pour nous, cela n'est pas une dette. Donc, aucune personne acceptera qu'elle a une dette comme celle-là. Du coup, tout le monde va nier. Alors, ce sera un problème. Mais au moins, quand il sera devant les cours de tribunaux, il perdra, n'est-ce pas? Et puis, il va regretter. Du coup, nous devons appeler ces clients et trouver déjà des solutions par rapport à cette situation de solde débitaire. C'est comme ça que les banques travaillent actuellement. Et le troisième état des soldes, on avait parlé, c'est les soldes à découvert. Les soldes à découvert, ça vient ici lorsque la balance du client est zéro ou la balance du client contient une somme insuffisante par rapport à ses fins ou par rapport à ses besoins. On va comprendre que c'est là. Alors ici, lorsque le client
possède un solde à découvert, s'il s'agit là bien d'un client de confiance, je dis, s'il s'agit d'un client de confiance, nous sommes appelés ici, la banque, comme nous luttons contre la crise financière, à accompagner ces clients. Si c'est un client de confiance. Et généralement, ces clients de confiance, ce sont les entreprises. Prenons un peu un exemple. Une entreprise de services, n'est-ce pas, qui rend des services auprès des tierces. Cette entreprise a des contrats avec des gens où il rend service. Et ces gens-là doivent le payer chaque fin du mois par rapport à ces services. Mais il demande à ces derniers, au lieu de le payer manuellement, de déposer dans son compte à banque auprès de notre banque, par exemple. Ça va, non? De passer payé par là. Donc notre client là s'est fait payer par nous. Son argent passe par la banque. Et c'est un client avec qui nous travaillons déjà depuis quelques années, oui, quelques temps, important. Ça dépend de la prestation, ça dépend là maintenant d'une banque à une autre. La prestation dépend d'une banque à une autre. Il y a des banques qui apprécient pendant 6 mois, des collaborations, une année de collaboration, ça dépend d'une banque à une autre. Nous avons déjà travaillé avec ces clients pendant quelques temps. Alors, il y a déjà là entre nous et les clients un climat de confiance parce que nous savons que notre client rend des services, il a des contrats et puis on lui paye que par nous. Lorsque le client présente un solde de crédit à découvert, par exemple, qu'il arrive à la fin du mois, il attendait que ces clients-là puissent lui payer, mais tous ces clients ne doivent pas payer. Mais cependant, notre client a des fins, a des charges à résoudre à la fin du mois. Nous devons accompagner les clients à ce moment-là. Parce que nous sommes dans la lutte contre la crise financière ici. Nous devons accompagner les clients avec un produit. Et ces produits-là, on appelle ces produits une découverte bancaire. Une découverte bancaire, c'est aussi une autre forme de crédit. C'est un crédit qu'on donne aux clients. Mais sinon, ce crédit ici est donné aux clients. L'intérêt de ce crédit est payé de manière anticipative. C'est-à-dire que l'intérêt se paye avant que le crédit ne soit octroyé. L'intérêt se paye avant que le crédit ne soit octroyé. Et c'est un crédit qui n'engendre pas de pénalité, même si l'échéance manque. Ça va? Ça ne peut pas engendrer des pénalités parce que c'est un crédit de confiance. Une découverte bancaire, c'est un crédit de confiance qui se donne entre banque et client de confiance. Nous avons compris le décret de confiance que nous avons avec notre client, n'est-ce pas? Notre client s'est fait payer que par notre banque. Alors nous devons accompagner ce client avec une découverte bancaire. Comme par exemple à l'Equity, Equity dit ceci: lorsque votre société se trouve dans des fonds à découvert et que vous voulez bénéficier d'une découverte bancaire, vous devez payer l'intérêt, verser l'intérêt de 5% de la somme que vous sollicitez comme découverte bancaire. Donc si par exemple votre société a besoin, de 5 000 $, donc vous devez payer à Equity Bank $250, n'est-ce pas? 5%. $250 en amont, avant que les crédits, avant que cette découverte bancaire ne soit déboursée. Pourquoi les payer en amont? C'est parce que il peut s'avérer qu'on arrive à la fin de l'autre mois, mais nos clients ne nous ont toujours pas réglé. Mais la dette demeure. Mais cette dette-là ne va pas cette fois-ci engendrer de pénalité. Parce que c'est un crédit de confiance. Ce type de crédit est appelé une découverte bancaire. C'est un crédit de confiance qu'on le fait entre la banque et un client de confiance. C'est-à-dire qu'un crédit qui n'engendre pas de pénalité, ça peut aller comme ça 10 mois. Parce que nous savons que notre client, il y a des gens qui lui doivent. Parce que la banque travaille aussi sur base de cela. La banque travaille aussi sur base de ce qu'on doit à ses clients, pour donner aussi des crédits. Ce sont des devoirs de notre client. Parce que si notre client aujourd'hui vendait son entreprise, il vendra avec ses dettes-là. La personne qui achètera attendra aussi ses dettes. C'est comme si, par exemple, vous avez une dette de Orange, comme on prend un peu de crédit SOS chez Orange, par exemple. Aujourd'hui, on va à Orange, Orange devient peut-être RTL. Mais sachez que si vous aviez une dette de crédit, vous payerez cette dette, même si c'est devenu RTL. Ça fait là partie des avoirs de cette nouvelle entreprise. C'est-à-dire que la banque peut aussi travailler en fonction de ce qu'on doit à ses clients en ce moment. Donc, la banque peut accompagner les clients avec un produit qu'on appelle une découverte bancaire. C'est lorsque les clients présentent un solde à découvert. On a dit les soldes à découvert, c'est lorsque la balance du client est zéro ou possède une somme insuffisante par rapport à ses fins ou par rapport à ses besoins, par rapport à ses charges. Voilà les 3 types de soldes que peut présenter les comptes d'un client auprès de nous.
sommes toujours dans le deuxième point, mais deuxième partie en fait, 2.3. C'est tout au début de la page 11 où on parle de traitement des banques en difficulté. Traitement des banques en difficulté. Souvenons-nous un peu qu'hier, nous avons parlé des banques. Nous avons beaucoup parlé sur les banques centrales, n'est-ce pas? On a dit un peu tout ce qu'il y avait sur les banques centrales. Que les banques centrales étaient garantes de la politique monétaire, etc. Mais on a dit comment est-ce qu'une banque pouvait prendre naissance? C'est en ayant un agrément auprès de la banque centrale. On a un peu parlé de comment obtenir cet agrément, mais l'élément le plus important pour l'obtention de cet agrément était la caution ou la réserve obligatoire qu'on devrait ici placer à la banque centrale afin que nous ayons notre agrément comme une banque et puis travailler. Cet agrément qui constitue une confiance de la banque vers nous, de la population vers nous, et une sécurité aussi pour nous, la banque, parce qu'on peut également s'approvisionner de nouvelles devises via cette réserve obligatoire. N'est-ce pas? Alors nous avions dit que nous ne pouvons pas faire recours à la somme placée, comme réserve obligatoire, parce que c'est pour nous comme une garantie. C'est un peu comme un locataire qui retire sa garantie auprès de son bailleur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la confiance en ce moment-là. On ne devrait plus utiliser cette réserve. Parce que si on fait recours à cette somme en ce moment ici, la Banque centrale a toutes les prérogatives. C'est-à-dire que premièrement, de demander d'abord, comme vous voulez retirer cette somme, je sais que vous avez des fonds de la population dans vos banques. Alors avant que moi je libère cette somme, je dois d'abord informer l'opinion, que tout le monde puisse passer dans vos agences et récupérer ces fonds. On a dit que nos guichets seront inondés en ce moment-là. Parce qu'on verra les gens inonder nos guichets. Tout le monde voudra récupérer ces fonds. Cela déjà nous mettra encore plus en difficulté. Parce qu'on ne va même pas utiliser cette réserve obligatoire si nous sommes en difficulté, au moment où nous sommes en faillite, par exemple. Et on avait encore dit que la Banque centrale a les pouvoirs ici le plus étendus de mettre notre banque en liquidation. C'est-à-dire que dire que nous sommes une banqueroute, une banque en faillite, et vendre cette banque. Vendre cette banque auprès des investisseurs. C'est ce qu'on a vu, donc les banques d'investissement hier. Parce que la vente de cette banque pourrait également aider la Banque centrale d'avoir encore plus de fonds au cas où la réserve obligatoire ne parvenait pas à couvrir les fonds ramassés par cette banque auprès des tierces personnes, la population, des personnes physiques et morales, etc. Au cas où les fonds ramassés par cette banque auprès des tierces personnes et que la réserve obligatoire ne parvient pas à couvrir ces fonds, alors la vente de cette banque-là permettra à la Banque centrale de continuer encore à couvrir les fonds prélevés par cette banque auprès des tierces personnes. Ça, c'est pour sécuriser la situation financière de sa population. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui avait ses milliers de dollars et que ça soit parti comme ça parce que cette banque a connu une faillite. Ça, c'est mettre aussi les gens en difficulté. Ça, c'est faire reculer les gens. Or, les banques d'aujourd'hui n'ont pas cette perspective de mettre les gens en difficulté. Du coup, nous allons voir une littérature là, tout au début à la page 11, où on nous dit « Afin de prévenir les crises bancaires et permettre une résolution ordonnée des défaillances des banques et autres établissements de crédit en affectant le moins possible l'économie réelle et les finances publiques. Un nouveau corps s'est progressivement mis en place. Il s'agit là des unions bancaires. Des unions bancaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques doivent travailler en union afin de faire face aux éventuelles crises qui peuvent les subvenir. Qui peuvent les venir, excusez-moi. Ok? Les banques doivent travailler en union. Et il y a des unions bancaires qui existent au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Ces unions bancaires ont pour objet ici, c'est lorsqu'une banque qui fait partie de cette union se trouve en difficulté, de le renforcer financièrement afin que cette dernière puisse se relancer dans les activités. Alors, si notre banque partenait à une union bancaire et que nous sommes en difficulté, nous avons fait recours à notre union bancaire et non à la réserve obligatoire. Vous voyez qu'on va garder notre constance, n'est-ce pas? Les clients ne sauront pas que nous sommes en difficulté. Et puis nous allons nous relancer jusqu'à atteindre un certain niveau. C'est-à-dire que pour pallier aux crises bancaires, les banques doivent faire partie des unions bancaires. Et pour parler des unions bancaires, on peut citer quelques unions bancaires. Par exemple, la UBA, c'est une grande union bancaire. Derrière la UBA, il y a plusieurs banques. C'est une union bancaire, ok? Mais cette UBA fait aussi des activités comme banque, mais c'est une union bancaire. C'est-à-dire qu'au moment où une banque faisant partie de UBA est en difficulté,
cette dernière peut bénéficier, ok, d'une aide auprès des UBA. Parce qu'elle est membre de cette union bancaire. Même la BOA également, c'est aussi un groupe de banques. EcoBank également, c'est une union bancaire. Je vous écoute, mon frère. Ok. L'aide que l'union bancaire donnera ici à cette banque, c'est aussi un crédit. Ça, il faut le savoir, ok? C'est un crédit qui sera aussi remboursé de manière échelonnée. Ça va? C'est un crédit qui sera aussi remboursé de manière échelonnée pour maintenir, n'est-ce pas, la survie de cette institution, n'est-ce pas? Et un crédit à rembourser aussi avec intérêt. Hein? Un crédit à rembourser avec intérêt. Et pendant que cette banque sera en train de rembourser les crédits, elle sera encore obligée aussi de verser ses contributions. Merci. Donc, afin de faire face aux crises bancaires, les banques doivent adhérer les unions bancaires. Alors, nous touchons la troisième partie où on parle de la comptabilité des établissements de crédit. La comptabilité des établissements de crédit. Ici, lorsqu'on parle des établissements de crédit, on voit les banques, les IMF, toute institution financière normale ayant l'autorisation de donner les crédits, que ce soit les établissements de crédit, donc les banques, les microfinances, etc. Alors on dit comme la comptabilité générale, la comptabilité bancaire est un système d'information à l'usage de plusieurs destinataires. La comptabilité générale, qui nous appliquons un peu dans nos entreprises un peu partout, dans nos activités, ça doit être à l'usage de plusieurs personnes. Entre autres, les actionnaires. Ils ont besoin de connaître l'évolution de l'entreprise. C'est au moyen de la comptabilité que les actionnaires auront l'éclairage sur l'évolution de l'entreprise. Les gestionnaires ou les dirigeants, ils ont également besoin de connaître l'évolution des activités. C'est au moyen de la comptabilité que ces derniers auront aussi l'évolution, des informations sur l'évolution de l'activité. Mais aussi nos clients, ils ont besoin de connaître notre évolution. Parce que les clients doivent connaître que l'entreprise où je garde mon argent a de telles capacités. Cela stimule aussi la confiance, de la clientèle. Lorsque le client sait que la banque où je garde mon argent avait un rapport annuel ou un état financier d'autant par mois, ça rassure le client. Le client sait que mes petits fonds ici, même si je les mets là-bas, je suis tranquille parce que ma banque là, elle a des fonds importants. Alors ici, la comptabilité bancaire est faite par des normes internationales. La comptabilité bancaire n'est pas établie par des normes continentales ou des normes nationales. C'est-à-dire quoi? Quand on parle des normes ici, qu'est-ce qu'on voit? Prenons par exemple le WADA. Nous connaissons le WADA, n'est-ce pas? Le WADA, c'est un système comptable, mais un système comptable limité qui travaille qu'au niveau de l'Afrique centrale. Or, nous pouvons être une banque. Nous sommes ici à la fois en RDC, à l'Afrique centrale, et puis nous avons encore une autre filiale, par exemple, au niveau de l'Algérie. L'Algérie qui est l'Afrique du Nord, là-bas en Algérie, on n'applique pas le WADA. Cependant, si ici, en Afrique centrale, nous appliquons notre comptabilité avec le système WADA, ou avec les normes WADA, et que de l'autre côté, on applique d'autres normes, quand il faudra maintenant réunir les informations de la banque entière, afin de donner les résultats généraux de la banque, on aura des difficultés pour convertir, pour faire la conversion des informations. Parce que cette conversion pourra connaître des pertes et des surévaluations pendant la conversion. C'est-à-dire que les banques doivent maintenir un même système comptable international qui les unit. Le système-là est appelé le IFRS. Vous allez le voir dans vos manuels là-bas. Il y a le IFRS. IFRS, un système international des rapports financiers. Si vous lisez IFRS,
IFRS, un système de rapports financiers international. IFRS ici qui veut dire International Financial Reporting Standard. International Financial Reporting Standard. C'est-à-dire ici en français on peut dire un système international de rapports financiers standard, ok? Des rapports financiers standardisés. Il y a déjà le mot standard, n'est-ce pas? Il y a le mot standard, ça veut dire que toutes les banques du monde travaillent avec les normes IFRS, les normes comptables IFRS, qui est présenté en termes de logiciels, qui permet à la banque d'entrer les informations sur sa gestion et IFRS donne directement les résultats, n'est-ce pas? Donc les IFRS, c'est les normes comptables dont toutes les banques utilisent afin d'avoir les résultats. Et puis à partir de IFRS, les banques également doivent mettre en ligne leurs résultats, leurs rapports annuels, leurs états financiers. C'est-à-dire que si vous entrez par exemple sur Google, vous tapez état financier de n'importe quelle banque que vous voulez connaître ou rapport annuel de n'importe quelle banque que vous voulez connaître, des grandes banques, vous allez les voir. Ça doit être à la disposition de tout le monde. Les clients doivent savoir l'évolution de cette banque, quelles sont les capacités de cette banque. Il y a des rapports annuels qui sont comme ça, vous allez télécharger par exemple en format PDF, vous allez les voir. Et c'est sur base des IFRS que les banques parviennent à avoir ces rapports financiers. Donc la comptabilité de la banque est tenue ici par les normes IFRS. IFRS également qui travaille avec d'autres normes, comme les IAS, qui veut dire International Accounting System, les systèmes de gestion des comptes internationaux. Nous avons dit hier que les comptes devraient être traités dans un système international. Parce que cela permettrait, n'est-ce pas, à une X banque qui achète cette banque de gérer rapidement et directement les clients. Parce que les clients sont gérés avec un système international. Parce que les comptes sont gérés par un système international, un compte peut être ici en RDC domicilié ici, mais bénéficier d'un transfert à partir des États-Unis. Pendant que, par exemple, la banque ici, Equity, n'est pas aux États-Unis, ça va? Mais ces comptes bénéficient d'un transfert à partir des États-Unis parce que les comptes sont gérés par le système IAS, International Accounting System, le système de gestion des comptes international. Les IFRS ici mettent également les banques en relation. C'est comme une plateforme pour les banques. Ils ont les moyens de se consulter entre elles à partir de IFRS. C'est comme un peu quand nous sommes dans notre compte Facebook. Facebook, c'est une plateforme, n'est-ce pas? Facebook. Alors, je peux être là dans mon compte Facebook, je regarde, je consulte les comptes de mon frère. À partir de mon compte, n'est-ce pas? Je vois le profil de mon frère. S'il a mis des informations, je crois que mon frère, il est peut-être licencié en, il travaille en, dans, etc. Il y a des informations que je vais voir. Et c'est comme ça aussi IFRS mettent les banques en relation. Parce que lorsqu'il y a des transferts qui s'initient entre les banques, ok, les premiers éléments qui fonctionnent dans les transferts, c'est la confiance. Parce qu'il n'y a pas d'abord les transferts de liquidités directes. On demande à une banque qui est aux États-Unis, ok, de payer une personne là-bas. Nous faisons un transfert, non donné à une personne là-bas. Mais qu'est-ce qui prouve que nous allons restituer cet argent que la banque qui est aux États-Unis va donner, n'est-ce pas? Cette confiance est basée sur le IFRS, parce que les banques se connaissent via IFRS, ils savent déjà les capacités de chacune des banques. Parce que ces transactions seront aussi faites sur base des capacités de cette banque. Et les capacités de cette banque peuvent être considérées par IFRS, par d'autres banques. Donc IFRS par d'autres banques. Donc ici, le IFRS, c'est une norme qui permet aux banques d'établir leurs rapports financiers. Et nous avons dit que ces IFRS travaillent encore avec d'autres normes. Par exemple, nous avons dit comme les AS, les IAS qui veut dire International Accounting Standard, c'est-à-dire un système de gestion des comptes international.